everything is forgotten. Je me trouve actuellement dans une ville fantôme, dans un pays qui n'existe pas. En fait, l'endroit dans lequel je me trouve s'appelle Varotcha. C'est une ancienne station balnéaire chypriote qui, depuis 1974, est complètement laissée à l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'il y a 51 ans, il y a eu une guerre entre Chypre et la Turquie, et cette dernière a envahi toute la partie nord de l'île, forçant tous les habitants de Varotcha à fuir. Ils sont partis en catastrophe, ils ont pris avec eux seulement quelques affaires, et ils pensaient qu'une fois la guerre finie, ils pourraient retourner à Varotcha. Sauf que ça n'est jamais arrivé, et ça fait 51 ans que cette ville est complètement à l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'une fois la guerre finie, la Turquie a décidé de rester dans le nord de Chypre et de créer un nouveau pays non reconnu à l'international, la République turque de Chypre du Nord. C'est un pays qui n'est reconnu par personne à part la Turquie, mais qui a ses propres institutions, son propre gouvernement et même son propre drapeau. Je sais, ça paraît fou, presque personne ne connaît la République turque de Chypre du Nord et c'est pour ça que j'ai décidé de venir sur place aujourd'hui. J'avais envie de comprendre c'est quoi ce territoire spécial, pourquoi il a été créé, pourquoi la Turquie a décidé d'en faire un État. Mais aussi j'avais envie de comprendre quelle était l'histoire de Chypre et pourquoi ce pays est rentré en guerre contre la Turquie en 1974. Mais surtout, la plus grosse question à laquelle je voulais répondre, c'est pourquoi, depuis un demi-siècle, Chypre est littéralement coupée en deux. Au moment de décoller pour aller à Chypre, je vous avoue que je suis un peu stressé. C'est la toute première fois que je tourne une vidéo en dehors de chez moi et on va dire que j'ai choisi de directement rentrer dans le grand bain. Aller dans un pays à 3000 km de la France, sans aucun contact et avec une idée encore assez floue de ce que je vais faire là-bas. Heureusement, pour m'accompagner dans ce périple, j'ai pu compter sur l'un de mes meilleurs amis, Henri. Il a accepté de venir avec moi à Chypre sans vraiment savoir dans quoi il s'embarquait et pendant une semaine, il va m'aider à tourner cette vidéo. Et comme j'ai toujours pas le permis, c'est surtout lui qui va conduire. Sauf que, petit détail important, à Chypre, on roule à gauche. Premières impressions de conduire sur la mauvaise voie. Enfin, ouais. Tu penses quoi ? On s'y fait. On se fait la main, mais au début, c'est particulier quand même. Mais avant de partir explorer ce magnifique pays qu'est Chypre, il faut que je remercie le sponsor de cette vidéo et grâce à qui ce voyage a été possible, Trade Republic. Si vous ne les connaissez pas, Trade Republic, c'est une banque en ligne ultra simple d'utilisation, pensée pour vous aider à mieux gérer votre capital. Tout se passe depuis votre téléphone où il est possible de faire travailler votre argent de plein de manières différentes. D'abord, les espèces laissées sur votre compte sont rémunérées. Chaque euro que vous laissez chez Trade Republic rapporte des intérêts littéralement tous les mois. Ensuite, bien évidemment, il y a le Saveback. 1% de chaque achat effectué avec cette magnifique carte Trade Republic est automatiquement réinvesti dans le plan d'épargne de votre choix. Bien entendu, on a aussi le PEA grâce auquel vous pouvez investir facilement en bourse et que vous pouvez ouvrir gratuitement en 5 minutes chrono. Mais surtout, pour les fêtes de fin d'année, Trade Republic lance un grand jeu concours. Concrètement, si vous ouvrez un nouveau compte sur la plateforme d'ici au 6 janvier 2026, inclus que vous y déposez au moins 100 € et réalisez au moins 3 investissements, vous participerez automatiquement à un tirage au sort pour gagner des actions ou ETF d'une valeur pouvant aller jusqu'à 500 €. Ce qui est quand même assez sympa, on va pas se le cacher. Pour ce faire, donc rien de plus simple, cliquez sur le premier lien dans la description ou sur le commentaire épinglé, ouvrez un compte et remplissez les conditions pour être éligible au tirage au sort. Encore un grand merci à Trade Republic de sponsoriser cette vidéo, c'est grâce à eux que ce projet a pu voir le jour et maintenant, il est l'heure de continuer notre voyage à Chypre. Là, on vient d'arriver. On est très fatigué parce qu'on s'est réveillé à 5h du mat, mais il faut qu'on aille visiter la frontière. Donc, on se prend un petit café et let's go parce que le soleil se couche dans 2 heures. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit qu'on allait visiter la frontière, parce que Nicosie, c'est une capitale avec une situation géopolitique unique au monde. La ville est coupée en deux, telle Berlin pendant la seconde moitié du XXe siècle. D'un côté, on a Chypre, de l'autre, la République turque de Chypre du Nord, pays non reconnu à l'international, et entre les deux, on a une zone démilitarisée, la buffer zone, contrôlée par l'ONU. Et d'ailleurs, à peine quelques minutes après avoir commencé à explorer Nicosie, on est tombé sur cette fameuse frontière. Là, je pense que visuellement, on peut pas faire plus parlant. Tu peux filmer, on a escaladé une espèce d'église un peu à l'abandon avec des bidons. Et là, on voit que juste derrière le mur, il y a des grillages. Et là, boum, il y a le drapeau de la Turquie, le drapeau de Chypre du Nord qui est un peu caché. C'est visuellement impressionnant. Et surtout, c'est très symbolique.
tout là-bas, dans les montagnes, on a le drapeau de Chypre du Nord. La fameuse zone démilitarisée. Déjà, c'est hyper surprenant parce qu'on la voit pas du tout. On est dans une rue comme ça, et là, bam, on tombe là-dessus, il y a des barbelés. On a vu des soldats de l'ONU avec des bérets bleus passés, et c'est hyper impressionnant. Et voir là, je sais pas si on voit bien les bâtiments derrière qui ont été complètement détruits, et on sait que derrière, il y a un pays. Enfin, c'est très fou. C'est quand même une situation géopolitique unique et complètement folle. Complètement folle, c'est sûr que cette situation l'est. Comment une capitale de l'Union européenne peut-elle, en 2025, être coupée littéralement en deux? Eh bien, pendant qu'Henri et moi rentrons nous reposer après une journée riche en émotions, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de Chypre et comment on en est arrivé là. En réalité, pour comprendre Chypre, il faut d'abord prendre une carte du monde. Regardez où est située cette île, à l'extrémité est de la Méditerranée et au carrefour entre 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ça fait que Chypre est un endroit extrêmement stratégique et tout au long de son histoire, l'île va tour à tour être conquise et occupée par les plus grandes puissances du moment. Les Grecs, les Perses, la Macédoine d'Alexandre le Grand, l'Empire romain, les Arabes, l'Angleterre, la République de Venise, bref, Chypre a toujours été une simple pièce sur l'échiquier des empires. Mais malgré toutes ces conquêtes, l'île est toujours restée profondément marquée par la culture hellénique, avec la plupart de ses habitants parlant le grec et étant de religion orthodoxe. Chose qui va néanmoins commencer à changer en 1571, date à laquelle l'Empire ottoman, après une guerre contre les Vénitiens, s'empare officiellement de Chypre. Car après l'intégration de l'île dans l'Empire, de nombreux Ottomans vont commencer à débarquer pour s'installer et établir des colonies. Ce qui fait que très vite, on va se retrouver avec 2 groupes principaux de population à Chypre. Une majorité orthodoxe de culture hellénique, qu'on appellera les Chypriotes grecs, et de l'autre une minorité musulmane de culture ottomane, qu'on appellera les Chypriotes turcs. I am original Turkish Cypriot. Original Turkish Cypriot since 1580. My ancestors come here. Pendant plus de 300 ans, Chypre sera donc ottomane et chypriotes orthodoxes et musulmans vivront côte à côte dans une relative stabilité. Mais en 1878, la petite île de Méditerranée change à nouveau de main et est cédée aux Britanniques. Pour ces derniers qui cherchent à étendre leur influence au Proche-Orient, Chypre est alors un endroit extrêmement stratégique, permettant de projeter rapidement leurs forces armées. En 1925, l'île devient officiellement une colonie de la couronne, mais c'est aussi à ce moment-là que les choses commencent vraiment à s'envenimer. De nombreux Chypriotes grecs en ont assez d'être dominés par des puissances étrangères et veulent une seule chose, que leur île devienne officiellement une partie de la Grèce. C'est ce qu'on appelle l'énosis ou l'union. À Chypre, la fièvre couve aussi. Chypre retournera-t-elle à la Grèce? Restera-t-elle sous pavillon britannique? Deviendra-t-elle turque ou sera-t-elle indépendante? Des manifestations posent la question. Pendant plusieurs décennies, de nombreux Chypriotes vont donc lutter contre les Britanniques pour que leur île soit rattachée à la Grèce. Parmi eux, on retrouve 2 personnalités très importantes. D'abord Makarios III, l'archevêque orthodoxe de Chypre à partir de 1950, et surtout Georgios Grivas, un Chypriote grec qui, en 1955, fonde une organisation paramilitaire dont le but est de réaliser l'énosis, l'EOKA. Actuellement, je me trouve devant l'un des monuments les plus importants de Nicosie et même de Chypre de manière générale, le Liberty Monument. C'est un monument qui a été érigé au début des années 70 en hommage aux combattants du EOKA. C'est extrêmement impressionnant, c'est très beau. Il y a beaucoup de noms qui sont gravés sur les pierres et surtout, ça nous montre la différence de perception entre l'EOKA, qui est vu ici comme un groupe paramilitaire héroïque qui a lutté contre les Britanniques pour les Chypriotes grecs, alors que pour les Chypriotes turcs, l'EOKA c'est une organisation terroriste. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas encore dit, c'est que si durant les années 50, les tensions entre chypriotes grecs et britanniques atteignent des sommets, c'est aussi à ce moment-là que les relations entre chypriotes grecs et turcs commencent sérieusement à se dégrader. Les communautés vivent l'une à côté de l'autre depuis des siècles, mais leurs visions de l'avenir de l'île ne sont plus les mêmes. D'un côté, les chypriotes grecs veulent le rattachement à la Grèce, l'énosis, et de l'autre, les chypriotes turcs commencent à défendre le taksim, c'est-à-dire la division de l'île en 2 avec une partie grecque et une partie turque. Ajoutez à cela les Britanniques qui vont se servir de ces divisions pour maintenir Chypre sous leur domination et vous obtenez une île qui glisse lentement mais sûrement vers la guerre civile. Meurtres, attentats sous faux drapeau, pogroms, pendant des années, Chypre est secouée par des vagues de violence sans précédent entre Britanniques, Chypriotes grecs et Turcs. À tel point qu'en 1960, face à cette situation devenue incontrôlable, le Royaume-Uni va faire ce dont il ne voulait absolument pas, accorder son indépendance à Chypre. Et pour s'assurer que Chypriotes grecs et Turcs cessent de s'entretuer, une constitution est mise sur pied dans laquelle le pouvoir est clairement partagé entre les 2 communautés. Il doit notamment y avoir un président chypriote grec, qui sera l'archevêque Makarios III, et un vice-président chypriote turc. De même, un système
système de quotas est mis en place. 70% de chypriotes grecs pour 30% de chypriotes turcs dans l'administration civile et au Parlement, ou bien 60% de chypriotes grecs pour 40% de chypriotes turcs dans l'armée et la police. Et enfin, il est clairement écrit que la Grande-Bretagne, la Grèce et la Turquie sont considérées comme des puissances garantes, avec le droit d'intervenir pour restaurer l'ordre en cas de violation du traité. Has the past bitterness between the Greek, the Turk and the British been forgotten now? The past belongs to the past. Everything is forgotten. A new era now started. Le problème, c'est que vous doutez que cette indépendance et particulièrement cette constitution n'ont pas du tout été au goût de tout le monde. Les anciens combattants de l'EOKA voulaient l'Enosis, pas un état chypriote indépendant. De plus, les quotas accordés aux chypriotes turcs sont considérés comme démesurés, dans la mesure où ils représentent uniquement 18% de la population. Bref, comme le dit l'adage, le ver est dans le fruit et il faudra attendre seulement 1963 pour que les violences entre chypriotes grecs et turcs explosent à nouveau. They had to go up to the mountains to hide, and we had to go out into the bushes to hide from Greek soldiers. So I do remember all that. Very scary ethnic cleaning. That's what they did. Leave my childhood. We couldn't play. I mean, I remember all these days we had to hide. Finalement, fin décembre 1963, alors que Chypre est en train de sombrer dans la guerre civile, le Royaume-Uni décide d'intervenir en déployant des milliers de soldats sur l'île. Un cessez-le-feu est signé entre chypriotes grecs et turcs, mais face à cette situation explosive, les Britanniques décident de faire deux choses. Tout d'abord de tracer une véritable frontière à Nicosie pour séparer les quartiers turcs et grecs. C'est le début de la fameuse ligne verte ou buffer zone. Et surtout, les Britanniques demandent à l'ONU d'intervenir pour les aider à régler ce qu'on appelle le problème chypriote. Les Nations Unies vont donc s'exécuter et envoyer des casques bleus pour prendre les choses en main et empêcher les populations de s'entretuer. Originellement, leur mission devait durer 3 mois. 61 ans plus tard, les casques bleus de l'ONU sont toujours à Chypre et ils contrôlent la fameuse buffer zone qui aujourd'hui ressemble à ça. Bon, là on part de Nicosie, on se dirige un peu plus vers la campagne chypriote. On va aller découvrir la ligne de démarcation. Alors qu'on se dirige tout droit vers la fameuse buffer zone contrôlée par l'ONU, j'avoue ne pas trop savoir à quoi m'attendre. Est-ce qu'il va y avoir une frontière? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Qu'est-ce qu'on va voir dans cette buffer zone? Sachant qu'en plus, à ce moment-là, ni Henri ni moi n'avions du réseau, donc autant vous dire qu'on se dirigeait un peu vers l'inconnu. Mais après seulement une demi-heure de route, des premiers indices nous indiquaient qu'on était sur la bonne voie. Là, il vient de nous arriver quelque chose d'assez impressionnant. On est juste à côté de la frontière et au moment où on passait, il y a eu plusieurs camions militaires qui sont passés. J'ai pas pu filmer avec ma caméra. Là, il y en a encore un. Oh là là, il y a encore un camion qui passe. On nous regarde tellement mal. J'ai pu enregistrer avec mes lunettes. Je vous mettrai les images. J'espère que ça a bien enregistré. Mais c'est vrai que là, dites-vous qu'il y a personne. C'est très abandonné. Et tout ce qu'on voit, c'est des militaires. Ah, bah regarde. Regarde le panneau là. Il y a marqué quoi? L'Armac Lundes et Unders. Ah si, c'est un truc. Ouh là là, c'est un truc de mine. C'est un truc de mine. Est-ce que tu t'attendais à ça quand je t'ai dit qu'on allait à Chypre? Est-ce que tu t'étais renseigné sur la situation géopolitique du pays? Alors, pas du tout. Et là, j'avoue que me retrouver entre deux champs de mines, ouais, ok, je commence à comprendre quoi. Parce que ouais, voilà, c'est un peu ça. Malgré toutes ces péripéties et ces champs de mines, se balader au sein de la buffer zone est quelque chose d'assez particulier. On est dans un territoire contrôlé par l'ONU, au sein pourtant d'un pays de l'Union européenne. Et cerise sur le gâteau, à seulement quelques mètres de nous se trouve la République turque de Chypre du Nord, qui est non reconnue à l'international. Là, on n'a pas forcément le droit de filmer, mais il faut absolument que je vous montre ce magnifique drapeau de l'ONU. Cette espèce de bidon qui doit être là depuis des années, qui sert de repère. Derrière nous, il y a un pays qui n'est pas reconnu à l'international. C'est-à-dire que là, sur le papier, cette frontière, elle ne devrait pas exister. Si, selon le droit international, il n'y a pas de République turque de Chypre du Nord, il y a juste Chypre. Pourtant, là, à cette frontière, on voit qu'elle existe. On l'a déjà vu à Nicosie. Là, on le voit encore plus aujourd'hui. On voit des barbelés, on voit cette espèce de drapeau de l'ONU. Je ne sais pas si on le voit très bien. Et c'est assez impressionnant. Il y a un terrain à vendre, mais on est littéralement au milieu de la frontière. Je sais pas très bien ce qui se vend. Moi, perso, bon, je vais peut-être passer mon tour pour cette fois. Bah là, d'ailleurs, il y a la zone. Il y a carrément la frontière turque. Ouais, c'est devant nous. Et t'as vu, il y a carrément des espèces de centres d'observation. Ouais, et il y a des caméras. Enfin, là, il n'y a pas de caméra, mais dès qu'il y a un endroit où on peut foutre une caméra, il y a une caméra. Il y a clairement des caméras. En fait, c'est désert.
mais t'as quand même des caméras partout. Enfin, Ouais. c'est absolument dingue. Là, selon Google Maps, on est censé être passé de l'autre côté de la frontière. Pour l'instant, ça tient. Ça tient. Enfin, on voit le bout de cette espèce de route. On est passé dans vraiment la zone turque et on le voyait juste au-dessus de nous. En fait, on était en bas d'une montagne. Juste au-dessus de nous, il y avait un énorme poste de garde avec un drapeau turc et un drapeau de la République turque de Chypre du Nord. Enfin, c'est toujours long à dire. Et on a vu des gardes qui étaient au-dessus, qui, bon, même si on était assez loin, on sentait qu'on n'était pas forcément les bienvenus. On était la seule voiture, sachant que cette zone, il n'y a que des bidons de l'ONU. Donc je pense que c'est une zone qui est empruntée que par des soldats habituellement. Sur le moment, on se disait avec Henri que cette expédition dans la buffer zone était une franche réussite. On avait réussi à esquiver les champs de mines, à frôler la frontière avec la République turque de Chypre du Nord et à filmer pas mal de contenu. Le problème, c'est qu'une fois revenu sur une route à peu près normale, on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème. Et ben on a crevé, je sais pas si on voit bien. Voilà. Nickel. Voilà, super. Et oui, avoir roulé pendant 3 heures sur une route pleine de cailloux a fini par avoir raison de notre brave moyen de locomotion. On a donc dû trouver un garagiste en urgence, sauf que comme on n'avait pas vraiment de réseau, on a pris le premier qu'on a croisé. Et on en a profité pour lui demander où est-ce qu'on était concrètement, et sa réponse a été plus que surprenante. Here is not a Turkish part. Here is an English base. Attendez, quoi? En fait, ce que ce garagiste est en train de nous expliquer, c'est qu'actuellement, on se trouve ni à Chypre du Nord, ni même dans la buffer zone, mais dans une base britannique. There, if you look at down, it's all British bases. Next area, all British bases. Yes. Et pour comprendre comment cette situation est possible, faut qu'on revienne en 1960, lorsque Chypre devient indépendante. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'à l'origine, les Britanniques ne voulaient absolument pas lâcher l'île au vu de sa position géographique stratégique. Comme on l'a vu, ils ont finalement été contraints de donner son indépendance à Chypre, mais ce que je vous ai caché, c'est que le Royaume-Uni s'est arrangé pour quand même maintenir une présence militaire sur place, notamment en conservant 2 bases sur le sol chypriote. On a d'abord celle dans laquelle on est en ce moment même avec Henri, la base navale de Dekelia, située à l'est de l'île. Mais il y a également la base aérienne d'Akrotiri, tout au sud de Chypre, dans laquelle nous avons décidé de nous rendre le lendemain, avec un objectif clair, voir cette base militaire britannique le plus proche possible. Hier, on est rentré dans la zone tranquillement, mais là, je pense que c'est différent parce que la zone britannique, je pense que c'est pas un souci. Mais par contre, je pense que plus on va s'approcher de la base militaire, plus ça va être chaud. Ouais. Et là, à mon avis, ça va pas rigoler. C'est quand même de se dire que là, entre guillemets, même si on va pas devoir montrer de passeport ou quoi, on va pas en Grande-Bretagne. Ce sera sur le territoire britannique. Ce sera sur le territoire britannique, c'est fou. Ouais. Pour l'instant, aucun contrôle. Après, on voit tout autour de nous beaucoup de grillages, certains bâtiments très militaires. Après, là, on n'a pas rencontré encore de soldats britanniques. On a l'impression, si jamais on ne sait pas, on a l'impression d'être toujours dans le territoire de Chypre. Donc on va voir où sont les bases exactement. Est-ce qu'on peut s'y approcher, même si on sait que on n'a pas vraiment le droit de filmer. Bon, évidemment, on savait qu'on n'allait pas pouvoir rentrer dans la base britannique. Mais notre plan, si on peut l'appeler comme ça, c'était de s'approcher le plus possible pour voir s'il y avait des choses intéressantes à filmer. Sauf qu'on n'avait pas anticipé un détail, l'entrée de la base était beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. Hello, sir. Yes, please. I don't know, where are we here? Here it's a British base. Yeah. Okay. You can't get in, so you have to make U-turn to go back. Okay, sorry. Wait here, okay? Okay. Do you mind if I take photos and let you go? Non, no problem. Bon, autant vous dire qu'une fois ce contrôle effectué, on a déguerpi d'Akrotiri le plus vite possible. On n'aura malheureusement pas vraiment pu voir de base militaire de près, mais honnêtement, on est déjà content de s'en être sorti sans trop de problèmes. Mais en tout cas, l'expédition base militaire était courte mais intense. Et maintenant qu'on a visité Chypre, la buffer zone et les 2 bases britanniques, il ne reste plus qu'un seul endroit à découvrir, Chypre du Nord. Et pendant qu'on prend la route durant 3 longues heures jusqu'à la frontière, c'est le moment pour nous de reprendre notre récit là où on l'avait laissé pour comprendre ce qu'il s'est passé. En 1964, après des affrontements violents entre chypriotes turcs et grecs, l'ONU intervient, crée une ligne de démarcation à Nicosie et ramène un semblant de calme sur l'île. Mais en réalité, la situation reste extrêmement tendue. Les 2 communautés commencent à se replier sur elles-mêmes, les chypriotes turcs vivent dans des enclaves et créent même une administration parallèle à celle du pouvoir en place. Les choses empirent même à partir de 1967 quand une junte militaire prend le pouvoir en Grèce et commence à mettre la pression sur Chypre et le président Makarios pour réaliser les Gnosis. Mais ce dernier refuse et les combats commencent donc à reprendre entre chypriotes grecs et turcs.
Et le 15 juillet 1974, tout bascule. Des hauts gradés de la garde nationale chypriote, soutenus par le pouvoir en Grèce, décident de passer à l'action et lancent un coup d'État. Le palais présidentiel de Nicosie est capturé, mais le président Makarios arrive à s'échapper et à fuir Chypre en passant par la base britannique d'Akrotiri. Pendant ce temps, les putschistes installent un nouveau gouvernement et c'est Nicolas Sampson, un militant nationaliste, qui devient le nouveau président de Chypre. Was the Greek government the architect of this revolution, Mr. Sampson? Greek government didn't have any idea of the revolution of the Cyprus army and Cyprus people. Are you worried by an invasion from Turkey? No, I'm not worried. Et pourtant, malgré ce que Sampson pense, la Turquie va bien intervenir. Après tout, elle est une puissance garante de la constitution chypriote et avec ce coup d'État, Ankara s'estime légitime de lancer une opération militaire sur place pour garantir la sécurité des Chypriotes turcs. Le 20 juillet, l'opération Attila est donc déclenchée et les troupes turques débarquent au nord de Chypre. Dès le début de l'intervention militaire turque, des centaines de milliers de Chypriotes grecs vivant au nord de l'île sont expulsés de chez eux et contraints d'aller vers le sud, tandis que les Chypriotes turcs, eux, au contraire, accueillent avec ferveur leurs libérateurs. But when I saw the tanks, I forget my unhappiness. I was very happy because my life was saved, my children's life was saved, and my people, I mean the Turks, was all safe. I'm very happy, of course. Suite à l'arrivée des troupes turques, le régime des putschistes dirigé par Sampson s'écroule. En parallèle de ça, la junte militaire au pouvoir en Grèce depuis 67 s'effondre elle aussi, incapable de gérer la crise qu'elle a elle-même provoquée. La situation semble donc pouvoir retourner à la normale et des pourparlers de paix s'ouvrent alors entre les différents partis. Mais aucun accord n'est rapidement trouvé, et mi-août, les troupes turques lancent l'opération Attila II. En 3 jours, elles contrôlent toute cette partie du territoire chypriote jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit finalement signé et qu'une ligne de démarcation, notre fameuse buffer zone, soit établie. Et si certains pensaient que cette situation ne durerait pas et que la Turquie enlèverait rapidement ses troupes du nord de Chypre, il n'en fut rien, car à partir d'août 1974, l'armée turque ne quittera plus jamais cette partie de l'île, qui finira par officiellement déclarer son indépendance en 1983 en devenant un pays à part entière, la République turque de Chypre du Nord. Je crois qu'on s'en rend pas assez compte, mais on arrive à la frontière dans pas longtemps. Ouais, parce que là, en fait, on était toujours dans les montagnes de Chypre, tout à l'ouest, avec pour objectif d'aller à la frontière. Mais là, en plein milieu, sur la route, on a vu un panneau avec marqué « Photographie interdite ». On s'est dit, ok, on est en plein milieu des montagnes, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, 200 mètres plus loin, on avait une base militaire chypriote avec, comme d'habitude, le drapeau de la Grèce, etc. Au milieu des bois, donc j'ai réussi à filmer un petit peu avec les lunettes. Je vous avoue qu'après avoir vu cette base militaire cachée et alors qu'on se rapprochait de plus en plus de la frontière avec Chypre du Nord, le stress commençait doucement mais sûrement à monter. On allait mettre les pieds dans un pays qui, officiellement, n'existe pas. Et d'ailleurs, nos premières secondes sur ce territoire se sont déroulées de manière assez rocambolesque puisqu'on a juste oublié de s'arrêter au garde-poste à la frontière. Ah mais non, on peut y aller. Ah ouais. Putain, j'ai trop peur, je crois qu'il y avait un mec qui rigole. Ah, c'est pour nous? Bon, je vous rassure, on a joué la carte des touristes un peu paumés et après quelques minutes de discussion et un long check de nos passeports, c'est bon, on a enfin pu mettre les pieds à Chypre du Nord. Bienvenue en Turquie. Là, regardez derrière moi, on a une église orthodoxe qui est à l'abandon depuis 50 ans, qui n'est plus utilisée. Juste en face, on a une mosquée complètement neuve. Et là, regardez, on a les voitures, probablement des Chypriotes grecs, qui sont là, qui sont sur ce parking depuis 51 ans. Pour l'instant, depuis le début de ce voyage, c'est le symbole le plus impressionnant et le plus fort qu'on ait vu. Ce face-à-face un peu entre deux mondes, entre l'église et les mosquées, c'est très fou. En réalité, ce qu'on est en train de voir, c'est quelque chose d'extrêmement courant à Chypre du Nord. Partout sur ce territoire, on peut voir des bâtiments, des voitures ou même des maisons qui sont complètement laissées à l'abandon depuis des décennies. Des traces silencieuses de l'invasion turque de 1974 qui a poussé des centaines de milliers de Chypriotes grecs à fuir et à tout abandonner du jour au lendemain. Et justement, après une nuit à Chypre du Nord, c'est désormais le moment pour Henri et moi de nous rendre dans l'endroit qui symbolise le plus cet abandon. Une ville entière, figée dans le temps depuis plus d'un demi-siècle, qui fut littéralement vidée de ses habitants du jour au lendemain. Et cet endroit, il s'appelle Varotcha.
Avant 1974, Varocha était considéré comme le Saint-Tropez de Chypre, une station balnéaire de luxe avec des nombreux hôtels et dans lequel se rendaient les plus grandes stars de l'époque, comme Richard Burton ou Brigitte Bardot. Mais après 1974 et l'arrivée de l'armée turque, tous les habitants de Varocha se sont enfuis vers le sud, faisant de ce petit coin de paradis une véritable ville fantôme. Pendant près de 50 ans, l'endroit fut fermé au grand public et absolument personne ne put y accéder. Mais en 2020, les autorités nord-chypriotes ont décidé de rouvrir Varocha pour en faire une attraction touristique. On peut désormais visiter certains endroits de cette ville fantôme. T'avais vraiment des chantiers qui étaient en construction, tout arrêté du jour au lendemain. 51 ans plus tard, rien n'a repris. Les Turcs qui viennent ici, comment ils voient ça? Pour vous, c'est quoi Varocha, tu vois? Parce que pour les Grecs, c'est le symbole de la guerre, de la destruction et de l'attaque, mais pour un chypriote turc, ça représente quoi? Varocha, as I said to you, it is not a Greek land. It is originally Turkish Cypriot. Et rien n'a bougé depuis un demi-siècle. Juste derrière moi, on a des immeubles. Je ne vais pas dire comme neuf parce qu'on voit qu'il y a de la rouille, mais c'est impressionnant à quel point ils tiennent. Et tout ça, c'est à l'abandon. C'est des personnes qui ont dû fuir du jour au lendemain, qui ont dû prendre leurs affaires, monter dans une voiture et partir direction Chypre du Sud. Là, on se retrouve peut-être devant le bâtiment le plus emblématique et mythique de Varocha, cette concession Toyota qui est complètement abandonnée. Je suis un peu dégoûté parce que originellement il y avait des voitures qui sont restées là pendant près d'un demi-siècle. Là, vous voyez tout le monde qui s'arrête pour prendre des photos et c'est vrai que c'est devenu un peu le symbole de cette ville abandonnée, ce concessionnaire Toyota qui tombe complètement en ruine. Là, c'est fou parce qu'on a vraiment ce contraste où on est dans une ville fantôme qui a été complètement abandonnée à cause d'une guerre et qui aujourd'hui en fait est une attraction touristique. Il y a des plages, il y a des restaurants, il y a des personnes qui se baignent, il y a des centaines et des centaines de touristes. Enfin, c'est lunaire comme situation. C'est un oxymore à lui tout seul, cette ville. Un oxymore, c'est probablement le mot qui décrit le mieux Varocha. D'un côté, on a l'aspect extrêmement touristique de cet endroit. Des centaines et des centaines de touristes, des vélos, des trottinettes pour circuler librement et même des stands pour vendre de la nourriture. Bref, on a l'impression d'être dans un lieu touristique classique. C'est vraiment énorme qu'on soit dans une ancienne station balnéaire figée en 1974 et qu'il y ait des trottinettes électriques pleines balles qui déboulent. Mais de l'autre côté, justement, on ressent aussi qu'on est dans un endroit pas vraiment comme les autres. Derrière chaque hôtel, chaque restaurant, chaque maison, il y avait des hommes et des femmes qui vivaient là et qui du jour au lendemain ont dû quitter Varocha et laisser leur vie derrière eux. Ils pensaient sans doute qu'ils pourraient revenir une fois la guerre finie, mais il n'en sera rien. Ils n'ont même pas ouvert tous les volets. Regarde, il a commencé à ouvrir les volets et celui d'en haut, il les a légèrement relevés et je pense que c'était barrez-vous. Genre, c'est le moment, ils arrivent, tirez-vous. Ça s'est passé comme ça. Je pense que ce linge pend à la fenêtre depuis un demi-siècle. Ça fait mal de revenir ici en tant que touriste. Je dois demander une autorisation pour visiter ma ville natale. Tout me fait mal, comme le fait de devoir montrer une carte d'identité pour aller sur la plage où j'ai grandi. Visiter Varocha, pour beaucoup de Chypriotes, c'est un immense manque de respect. Enfin, c'est le symbole de l'invasion de la Turquie. Et pour énormément de Chypriotes, déjà venir dans la partie nord de Chypre, c'est un manque de respect, mais venir à Varocha, pour eux, c'est en fait glamouriser une situation qui pour eux est une horreur absolue. Est-ce qu'on n'aurait pas encore le 70e hôtel sur 3 km²? Si, si. Ah, sorry. Bon, ça fait réprimander les mecs. Ah oui, et l'autre chose qui nous fait comprendre qu'on n'est pas dans un lieu touristique comme les autres, c'est qu'il y a littéralement une zone militaire au beau milieu de Varocha. Je pense pas qu'il y ait une grosse base militaire à Varocha, mais en tout cas, il y a un complexe militaire qui est présent ici et qu'on n'avait pas le droit de filmer. Et j'ai quand même réussi à prendre quelques images et en attendant, on continue notre tour. On se retrouve sur la plage de Varocha. On est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on a le droit de voir et de visiter. Si vous le voyez bien derrière moi, il y a encore plein d'immeubles vides.
C'est impressionnant, même les jeux pour enfants qui sont laissés à l'abandon. On a des petits restaurants qui sont sur la plage. Et comme d'habitude, c'est vraiment cette rencontre de deux mondes. On a même une chaise. Là, je vois une chaise de sauveteur qui est à l'abandon. Et juste à côté, on a un petit restaurant qui sert des gens pour déjeuner, des gens qui viennent se baigner. Et derrière, en panorama, au fond, on a tous ces immeubles qui, de loin, là, en les regardant de loin, on dirait pas qu'ils sont abandonnés. Et pourtant, plus on les regarde de près, on voit la végétation là sur certains immeubles qui grimpe, qui reprend ses droits. C'est extrêmement impressionnant. Et en venant ici, c'était vraiment la chose que je voulais voir en priorité, c'était Varosha. Parce qu'en dehors d'être impressionnant visuellement, c'est la représentation, comme je vous ai dit, de la guerre et de la division entre ces deux peuples. Même la tentative du gouvernement nord-chypriote d'insuffler du tourisme ici. Et même, comme on l'a vu, il y a certaines zones où il se passe des choses pas très nettes. C'est assez fou, pour être honnête. La visite de Varosha fut un moment très particulier. Comme je vous l'ai dit, cet endroit est très symbolique de la division chypriote et après avoir arpenté les rues de cette ville fantôme pendant de longues heures, on en ressort avec une étrange sensation. Un mélange de fascination, mais également de malaise. Les personnes ont habité ici, ont tout perdu du jour au lendemain et nous on visite leur foyer comme de simples touristes. Après avoir visité Varosha, ce symbole impressionnant de la division de Chypre, on voulait découvrir le nord de l'île plus en profondeur, comprendre ce qu'était vraiment la République turque de Chypre du Nord, ce pays qui officiellement n'existe pas et où pourtant près de 400 000 personnes vivent. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que le drapeau de ce territoire est présent partout, que ce soit dans les rues, dans les écoles, dans les bases militaires ou encore sur cette gigantesque montagne. Bon, là, on est à Chypre du Nord, milieu d'un endroit qui, à première vue, est tout à fait banal, sauf que quand on se tourne, regardez ce qu'il y a derrière moi, il y a cet immense drapeau. Il faut savoir que ce drapeau, on le voit d'à peu près n'importe où à Chypre. Déjà, quand on était à Nicosie, on était monté dans la plus haute tour de la ville et on le voyait. Pour se rendre compte que ce drapeau, il fait plusieurs centaines de mètres. Il est fait de milliers et de milliers de pierres blanches et il a été mis sur pied juste après l'indépendance de Chypre du Nord. Et la petite particularité, et c'est là où on voit un peu la provocation et l'animosité qu'il existe entre les deux parties de l'île, c'est que la nuit, ce drapeau s'illumine. Donc même si vous êtes à Chypre au sud et qu'il fait nuit, vous voyez quand même le drapeau scintiller parce qu'ils ont rajouté des milliers et des milliers d'ampoules. Et il me semble que pour l'anecdote, au début des années 2000, il a neigé à Chypre et notamment à Chypre du Nord. Et cet immense drapeau a été recouvert de neige et donc pour les Chypriotes c'était vraiment une victoire de enfin plus voir ce drapeau qui est là depuis maintenant des décennies. Sinon ici on a un croissant avec une petite étoile, donc comme au centre du drapeau avec des écritures marquées dessus et on voit que comme d'habitude c'est des montagnes qui sont orientées vers Chypre vraiment pour montrer que ce pays, même s'il n'est pas reconnu à l'international, c'est un vrai pays et ils veulent le montrer au monde entier. D'ailleurs, pour l'anecdote, en 2021, un chypriote turc du nom de Birkan Uzun a grimpé la plus haute montagne de l'Antarctique. Et une fois arrivé en haut, il a tout simplement déployé le drapeau de Chypre du Nord. Bon, malheureusement, à peine quelques jours plus tard, Uzun décédera d'une chute à ski, mais cet épisode vous montre à quel point les Nord-Chypriotes aiment leur drapeau. C'est leur moyen de montrer au monde entier qu'ils existent et qu'ils vivent dans un vrai pays. Et en réalité, Chypre du Nord, sur le papier, ça fonctionne comme un vrai pays. Outre le drapeau, il y a un gouvernement, des élus, un hymne, une monnaie différente de l'euro, bref, tout ce qu'il faut pour être un territoire autonome. Le problème, c'est qu'à part la Turquie, personne n'accorde de légitimité officielle à la République turque de Chypre du Nord, et cette absence de reconnaissance internationale complique tout, notamment sur le plan économique où, pour prospérer, le territoire a vu se développer sur son sol de nombreuses activités illégales en tout genre. Là, on vient de passer dans un endroit un peu particulier qui est malheureusement aussi très caractéristique de Chypre du Nord. C'est une rue où il y a littéralement que des maisons closes. Et c'est vrai que c'est aussi tout un côté de Chypre du Nord. Vu que le pays n'est pas reconnu à l'international, économiquement, pour survivre, il y a beaucoup d'activités illégales qui se développent sur ce territoire. Il y a beaucoup de casinos, d'ailleurs des casinos qui semblent être tout droit sortis de Las Vegas. Et il y a énormément de prostitution. Généralement, c'est des jeunes filles qui viennent d'Europe de l'Est qui sont enlevées et qui sont dans des réseaux et dans des trafics et qui atterrissent à Chypre du Nord. Et c'est vraiment toute la partie sombre de Chypre du Nord et l'économie du pays repose beaucoup sur cette économie entre guillemets souterraine. Mais ce qui est probablement le plus frappant à Chypre du Nord, et ce qui nous fait dire que ce territoire n'est pas vraiment comme les autres, c'est l'activité militaire qui y règne. Que ce soit des soldats qu'on croise un peu partout, les miradors perchés en haut des montagnes, et surtout les bases militaires qui sont littéralement omniprésentes, on a l'impression d'être dans un territoire qui se prépare à rentrer en guerre.
on the island, peace is kept by Turkish army. Because of Turkish army staying here, Greeks are quieter. And you think if the Turkish leave, Greek are going to... Definitely, yes. Après avoir entendu et vu tout ça, d'avoir été dans le nord, dans le sud, dans la buffer zone, l'ultime question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que la situation va un jour évoluer? Est-ce que Chypre sera à nouveau réunifiée? Et surtout, que pensent vraiment les Chypriotes grecs et turcs de cette situation? Pour répondre à tout ça, on a décidé de se rendre dans un endroit un peu particulier, Pila, une ville située en plein milieu de la buffer zone. Et si on va là-bas, c'est que Pila, c'est un endroit un peu spécial. C'est l'un des seuls villages de Chypre où vivent à la fois des Chypriotes grecs et turcs. Notre but est donc simple, aller rencontrer des habitants de cet endroit pour avoir leur ressenti sur cette situation. Et autant vous dire qu'on a eu beaucoup de chance parce que quelques minutes seulement après être arrivé à Pila, on est rentré en contact avec un chypriote grec, Marios. Interesting, thank you. We have some people who say, no, I'm Greece. I'm from Greece. Yeah. But he lives in Cyprus, he speaks Cypriot. The nationality is Greece, I know it. We have the Greek alphabet, Greek history, but in my ID, he writes Cypriot. Yeah. I'm Cypriot, I feel Cypriot. The politics make a lot of bad things in Cyprus because we have the left one, we say we are all the same, we are all Cypriot, you have the far right, no we are Greece, no we are Greece. This is a lot of things about the politicals makes it's very difficult, it's a lot of problems. En plus de nous expliquer la situation géopolitique unique de Chypre, Marios nous parle également de l'histoire de cette île et des nombreux sites archéologiques qui s'y trouvent. Il nous propose d'ailleurs d'en visiter un situé non loin de Pila avant de poursuivre notre discussion sur la situation actuelle de l'île. On est tombé donc sur Marios qui est un chypriote. Là en fait, il nous a dit suivez-nous, on va à des tombes de rois, il me semble, macédoniens. Parce qu'en fait on parlait de toute l'histoire de Chypre. Même lui me disait que c'est une île avec une histoire tellement riche que ça explique en même temps pourquoi le pays a aujourd'hui beaucoup de problèmes. Et il nous a dit écoutez voilà ça a été fait il y a 500 ans. Il nous a dit est-ce que je vous monte là maintenant? On a dit oui. Donc là on est parti en voiture, on a grimpé, on a quitté Pila et on suit Marius pour qu'il nous montre les tombes. Après nous avoir montré ce tombeau antique, on décide de reprendre notre petite conversation avec Marios au sujet de la situation de Chypre. Et entre-temps, on a été rejoint par Yanis, un ami de Marios qui lui aussi vit à Pila et peut nous en dire un peu plus sur cette île si particulière. So I believe that there should be unification within the island. My opinion, their mistake was from 1959 when they named Greek Cypriots and Turkish Cypriots. For me, it's everyone is Cypriot. Yeah. I do not see a Turkish Cypriot and say you are Turkish Cypriot. I think he's Cypriot. The same way I think I'm Cypriot and not Greek Cypriot. Yeah, I believe in a two-state bicommunal. There's gonna be one country in two states, like the USA basically, where they have their different states. We live together and they're one, but in two states where there is no borders. So the European Union, it's not like that it was created and it benefits some countries and not the others. The big countries, the main countries of the European Union. We are a small country, we are an island. Yeah. The farthest from the rest of Europe, we're closest to the Middle East. We feel unrepresented, let's say, or more like not taken into consideration. But in the case of Cyprus, we need people that can talk in the European Union and show the effects of it. En discutant avec Marios et Yanis, et même avant ça avec d'autres personnes, on a pu se rendre compte de quelque chose d'assez flagrant. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser avant d'arriver sur cette île, la relation entre chypriotes grecs et turcs est loin d'être catastrophique. Particulièrement au niveau des jeunes qui n'ont pas connu tous les épisodes de violence des années 60 et 70 et qui aujourd'hui veulent pouvoir vivre dans un pays unifié et surtout indépendant. Ils ne veulent pas être grecs ou turcs, ils veulent être chypriotes. There are people that will say we don't want the unification, we want Cyprus to be Greek. There's people that say we want Cyprus to be Turkish. And then there is a middle that says we want Cyprus to be Cyprus. Yeah, like you. Like us. D'ailleurs, au moment de se quitter, après avoir discuté pendant un long moment, Marios nous parle d'une initiative que lui et Yanis ont rejoint il y a pas longtemps, le Gateway Project, une organisation qui cherche à recréer du lien entre chypriotes grecs et turcs à travers des projets culturels et éducatifs. Marios nous a même invités à venir assister à l'une de leurs réunions qui se déroule quelques jours plus tard à Pila. Après cette réunion, on a pu échanger un peu avec certains membres du Gateway Project, notamment Brian Woods, le créateur de cette initiative, qui a accepté de répondre à certaines de nos questions. Through their interactions, through simply sitting around here,
having a coffee or having a Coke or whatever it was, they learned an awful lot from each other. Yeah. And they actually discovered that, we're not different. Young people are young people. People gained, from the first project, I could see and I knew that there were people whose lives had been completely changed by their experience here in Cyprus, and they took a very positive path in life as a result of their experience here. So again, when I came back this time with the project, there's people who had never met from both sides of the community here, who had never met people from the other community. Yeah. And that broke down barriers, And there's people here now who've become real leaders and youth leaders who want to give and provide opportunity and change for young people. I think we as youth, we need to show that we can be together so the other people can understand. By these kind of projects, we're getting together and working together and make ourselves seen that we can work. Mais si les membres du Gateway Project se montrent optimistes concernant l'avenir et veulent croire qu'une réunification est possible, ce n'est pas le cas de tous les habitants de Pila. Nobody, I talk about European leaders, nobody care about the people. I don't believe we have a solution. Nobody care about Cyprus. We have the 35% our land occupied. We hope to have a better people, leader of Europe, to have a better life for the country, for the people. Ces quelques jours passés à Chypre furent une expérience incroyable et inoubliable. Avant de venir ici, je connaissais la situation de l'île sur le papier, mais c'était incomparable avec le fait de venir sur place et de découvrir de mes propres yeux. Ce territoire coupé en 4 zones distinctes entre un pays non reconnu, des bases britanniques, une zone contrôlée par l'ONU et un État membre de l'Union européenne dont on ne connaît quasiment rien. Pour la plupart des gens, l'île de Chypre c'est un territoire paumé au milieu de la Méditerranée. Mais en réalité, cet endroit c'est bien plus que ça. En voyageant ici, on découvre une île chargée d'histoire, à la croisée de 3 continents et qui pendant des millénaires fut envahie et colonisée par des empires. Une île qui, une fois l'indépendance acquise, s'est entre-déchirée jusqu'à créer une situation géopolitique unique au monde. Et surtout une île qui, aujourd'hui, veut aller de l'avant. En discutant avec des habitants ici, on s'est bien rendu compte que nombreux étaient ceux qui ne voulaient plus de cette division et qui voulaient recréer un pays uni. Mais tous nous ont expliqué quel était le problème, la politique. Les négociations entre les différents États patinent depuis des décennies et à chaque fois qu'un accord semble être trouvé, la situation se bloque. We never trust European countries' mentality of the politicians. Not the normal people. People are okay. Pourtant, il y a de l'espoir. Quelques jours à peine après notre départ de l'île, des élections ont eu lieu dans la République turque de Chypre du Nord, et c'est Tufan Eruman qui est devenu le nouveau président. Contrairement à ses adversaires, cet homme est pro-réunification de Chypre, et son arrivée au pouvoir ouvre la voie à une possible réunion 51 ans après la guerre de 74. Bien entendu, le chemin sera long et ardu, mais la population de l'île, elle, garde espoir et veut penser qu'un futur uni les attend. Elle veut penser que les étranges frontières qui divisent ce territoire tomberont bientôt. Elle veut penser que ce peuple qui s'est déchiré pendant des décennies pourra à nouveau vivre ensemble. Et surtout, elle veut penser que ce territoire, aujourd'hui morcelé, pourra redevenir un seul et même pays, Chypre.